Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer d'abord par notre focus. On vous présente un photographe animalier pas comme les autres, spécialisé dans la photographie des animaux en voie de disparition. Il s'est fait connaître du grand public grâce à une exposition immersive. Mathieu Courdès est notre influenceur du jour. Et puis on va parler dans notre question du jour d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes, souvent en silence aussi, c'est celui du cyberharcèlement. Vous le savez, on en parle régulièrement ici, c'est un vrai fléau et pourtant les signalements restent trop rare. Alors pourquoi ce silence? Comment aider les élèves qui en sont victimes? Et qu'en est-il des parents et des enseignants? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Il est en plateau avec nous aujourd'hui. Jérémy Guillon, bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le directeur général et le cofondateur de Safe Bear. On va en parler dans un instant avec vous, juste après le focus. D'abord, donc, dans un monde où les animaux sont de plus en plus au cœur des préoccupations, notre influenceur du jour se charge de nous informer sur les animaux méconnus et leur habitat naturel pour participer à sa manière, vous allez le voir, à leur protection. Il s'appelle Mathieu Courdès, donc il est influenceur et photographe animalier et Jean Martineau nous dresse aujourd'hui son portrait. Je m'appelle Mathieu Courdès et je suis photographe animalier. Mathieu Courdès, photographe animalier. La présentation pourrait s'arrêter là, et pourtant, Mathieu est bien plus qu'un simple photographe qui se contente de nous exposer ses photos. Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram et plus de 400 000 sur TikTok, son succès est indéniable. Un succès qui peut notamment se traduire par le fait que Mathieu cherche à expliquer ce qu'il photographie et pourquoi. Alors là, on a une trace très intéressante. Il y a une grande coulée juste ici. Et en fait, c'est un léopard qui a traîné sa proie. Puisqu'on voit les traces de léopard, vous voyez, tout là, ça a été traîné. Alors c'est une petite proie. C'est une trace très intéressante puisqu'elle nous indique qu'il y a eu un kill. En fait, le léopard va mordre sa proie au niveau du cou et ensuite va la traîner sur plusieurs mètres pour l'amener à l'ombre et la protéger des charognards. Chaque vidéo est une véritable immersion. Le jeune Français nous plonge au cours de ses vidéos dans des voyages à travers le monde. Chacun de ces clichés possède son histoire qu'il nous raconte à travers des vidéos courtes et rythmées. Il est juste là. C'est le plus gros et le plus fort des tigres. Ça fait maintenant une semaine qu'on est à sa recherche. Il nous reste plus qu'une seule chance. C'est parti pour aller le photographier. Derrière moi, toutes les petites traces rouges, ce sont des traces de griffures. On se rend compte de la puissance de l'animal, c'est très profond, donc on est bien dans son environnement, on va essayer de le trouver. Entre découvertes, astuces et expériences, Mathieu se sert de sa passion et notoriété pour nous aider à mieux comprendre comment se comportent les animaux dans leur habitat naturel et en profite même pour nous donner quelques conseils. Avant de pouvoir s'approcher de ces gorilles, il y a 3 règles de protocole à respecter. L'une des premières règles de sécurité, c'est de demander l'autorisation au dos argenté pour approcher sa famille. Cette autorisation se fait par ce bruit. Si le gorille des montagnes répond, alors ça veut dire qu'on est accepté. Deuxième règle, si le gorille s'approche vers vous et vous ne pouvez plus reculer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une feuille et vous la déchirez. En entendant le bruit des feuilles déchirées, le dos argenté va croire que vous êtes végétarien, donc vous n'êtes pas une menace pour le gorille. Deuxième règle, mais peut-être la plus importante, si vous vous retrouvez face à face avec un gorille des montagnes, surtout un dos argenté, ne le fixez pas dans les yeux. Il verrait ça comme une provocation. Chacune de ces vidéos est un moyen d'apprendre et de comprendre le monde de la faune et de la flore. Les hyènes tachetées ne sont pas uniquement des charognards. Elles traquent, puis épuisent leur cible. Ces redoutables chasseuses attraperaient leur proie à 80% du temps. Pour info, les lions n'ont qu'un taux de réussite de 20 à 25%. Freiné à ses débuts par ses parents, qui ne considéraient pas le métier de photographe animalier comme une vraie profession, Mathieu Courdès a su prouver au fil du temps que vivre de sa passion n'est pas seulement une bonne ambition. Et bien c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. On se dit à bientôt.
Allez, autre chose maintenant. On va s'attaquer à un sujet sérieux, celui du cyberharcèlement. Cette forme de harcèlement qui profite de la force de frappe d'Internet pour continuer à blesser, même une fois rentrés à la maison. Nombreux sont les jeunes, vous le savez, vous vous en doutez, qui n'en parlent pas par peur ou par honte, et ça peut parfois prendre des proportions terribles. Mais nombreux sont ceux qui ont justement décidé, au contraire, de prendre ce problème à bras-le-corps. On vous présente justement l'un d'entre eux tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, justement, à nos côtés, pour en parler, Jérémy Guillon de SafeBear. Je rappelle que vous en êtes le directeur général et le cofondateur. Alors, on parle de ce sujet, justement, absolument essentiel, dont on parle régulièrement dans l'émission, celui du harcèlement et du cyberharcèlement. Vous avez décidé, il y a quelques années, de monter cette plateforme. Vous allez nous dire comment vous le présentez avec grand plaisir, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites. Bien sûr. Alors, donc, en fait, la plateforme SafeBear, aujourd'hui, ça permet de venir connecter ces réseaux sociaux et d'avoir une analyse par des processus d'intelligence artificielle, des processus robotiques automatiques, plusieurs fois par jour, pour venir analyser d'un côté les messageries privées, mais aussi les flux publics. Sur aujourd'hui 4 réseaux sociaux différents, on est sur Twitter, donc X, Instagram, Snapchat et TikTok. Ouais. Et quand on détecte un contenu qui est problématique, de la menace, de l'obscénité, du dénigrement, des insultes, en fait, nous, on va venir ce qu'on appelle le cryptographier, c'est-à-dire le sauvegarder d'une façon très transparente et qu'on ne peut pas modifier, pour le stocker dans un coffre-fort pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et grâce à ça, il peut directement en fait aller en police ou en gendarmerie pour porter plainte depuis notre plateforme en un clic, avec toutes les preuves qu'on a indexées pour lui sur ces différents réseaux sociaux. D'accord, y compris dans sa messagerie privée. Exactement, en fait c'est ça la prouesse nous, en fait, qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a plusieurs brevets qui sont posés dans le monde par rapport à cette technologie. Et en fait grâce au consentement de l'utilisateur, on va venir en fait du coup avec ces analyses-là pouvoir analyser, mais très transparent, c'est-à-dire il n'y a pas ni de revente de données, ni de données qui partent à droite à gauche, c'est stocké en France pour le compte d'utilisateur et seulement pour son compte. Ça lui appartient à 100%. D'accord. Et on restitue si bien sûr, pour X ou Y raison, il veut quitter le service, etc. On est vraiment très cadré là-dessus. Cadré. Ouais. Mais on se dit que, plus je vous entends, plus je me dis que ça devrait être obligatoire quelque part, sur toutes les plateformes. On voudrait, pour être honnête. On sait de toute façon que malheureusement, il y a une proportion aujourd'hui du cyberharcèlement qui est colossale, que ça représente aussi une très grosse partie des utilisateurs des plateformes des réseaux sociaux. Bien sûr. Parce que le harcèlement de meute, ça se déclenche facilement et pour n'importe qui. C'est le fameux « je ne veux pas être le mouton au milieu de la meute de loups ». Bien sûr. Donc oui, peut-être qu'un jour, et ça serait le souhait ultime, c'est effectivement d'avoir des accords avec ces différentes plateformes et non pas juste utiliser le consentement de l'utilisateur pour pouvoir du coup s'intégrer nativement chez elles et leur proposer le service et leur dire maintenant on peut contrer efficacement le cyberharcèlement. Est-ce que vous avez des échanges justement avec certaines de ces plateformes aujourd'hui ou... On a commencé, pour être honnête, mais en fait c'est toujours pareil, c'est quand on est petit et qu'on a une idée, ils vont dire c'est très bien ce que vous faites, ou alors ils vont dire bon, c'est bien sur papier, mais bonne chance. Et en fait, il faut qu'il y ait un certain nombre d'engagements d'utilisateurs, un certain nombre aussi de cas, on va dire, auprès de la justice, pour qu'ils prennent le problème, on va dire, de façon très sérieuse. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi que les lois diffèrent énormément entre toutes ces plateformes qui sont américaines, avec leur loi du walled garden, où vraiment c'est leur loi et ça ne change pas, à part juste le stockage des données. Et nous, les lois européennes qu'on a et qui nous protègent dans un certain sens sur pas mal de choses sur Internet. Bien sûr. De plus en plus de startups s'intéressent aussi à la santé mentale, à la sécurité des jeunes en ligne. Qu'est-ce qui vous a justement personnellement donné envie de vous lancer sur ce sujet-là, qui n'est pas un sujet facile, qui vous attaquez aussi à un sujet de données, d'enfants, de jeunes. J'imagine aussi que vous avez des contraintes techniques liées à ça qui ne sont pas toujours évidentes. Bien sûr. Alors, pour être honnête, c'est un sujet, on va dire que le sujet du cyberharcèlement, moi je l'ai connu très très tôt, à l'émergence des plateformes. D'accord. J'étais au collège, près dans ces moments-là, et je voyais déjà que ça commençait à être n'importe quoi. D'accord. On va dire ça comme ça. Il y a eu un cas proche de moi, et du coup,
je me suis dit, c'est pas normal, entre guillemets, que les plateformes, entre guillemets, laissent courir ça comme, on va dire, normalement. Bien sûr. Moi, après, j'ai continué mes études. À base, je suis ingénieur du son. Donc voilà, ingénieur du son, c'est pas du tout encore ce domaine-là. Et après, j'ai financé, en fait, un reportage sur le cyberharcèlement en France pour, en fait, un peu déjà avoir une cartographie de ce qui se passe. D'accord. Quand j'ai eu, en fait, vent de tout ce qui se passait auprès d'avocats, de juristes, de spécialistes des data, etc., je me suis rendu compte que vraiment, on ne faisait rien. Ouvertement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prévention, mais il n'y a pas d'action concrète. Et j'en ai discuté du coup avec mon père, qui est aussi cofondateur. Et lui, qui a une expertise plutôt DAF, où moi je suis extrêmement nul, il faut le dire, donc je préfère... Dans le domaine financier. Exactement. Et donc du coup, je lui ai dit, pourquoi on n'essayerait pas au moins de trouver une solution qui agit concrètement sur ce souci-là, parce qu'on voit quand même qu'il y a des suicides chaque année d'enfants, la santé mentale des jeunes est de pire en pire, on parle de jeunes qui n'ont plus goût à la vie dès l'âge de 13 ans. Enfin, pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Ouais. Donc on se pose la question, est-ce que ça vient d'Internet en général ? Je ne pense pas. Est-ce que ça vient par contre de l'ultra-libéralité, on va dire, de tout ce qui est possible sur les réseaux ? Possiblement. D'accord. Et on s'est dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions de modération. Donc, dans un sens, c'est très bien pour les personnes, par exemple, très connues, qui ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et ils ont quelqu'un qui est dédié, qui va venir un peu effacer, modérer tout ce qui est autour. C'est très bien. Mais nous, on s'est dit, mais tous ces cas, en fait, d'enfants qui sont pas des personnalités connues, mais qui, dans leur cercle proche, peuvent peut-être prendre 3, 4, 5 messages, mais c'est déjà trop pour eux. Il faut, en fait, qu'il y ait une solution accessible à tout le monde. Tout à fait. Et donc, du coup, on s'est posé la question, on a posé ça sur papier, on a commencé à démarcher plusieurs grandes entreprises aussi pour un peu... dans le data, etc., pour savoir si c'était possible. On a réussi à avoir un premier financement par Amazon Web Services France, qui du coup nous a dit, écoutez, voilà, on vous donne des crédits, développez. Donc ils ont cru en votre idée, quelque part. Dans un sens, oui, parce qu'au début, c'est vrai que la data, ça coûte extrêmement cher. Bien sûr. Et puis, c'était pas votre expertise, pardon de vous couper, mais non. Vous, c'était plutôt le son. Oui, enfin, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment ingénieur du son. Après, j'ai toujours un peu touché à l'informatique, d'un côté personnel, mais j'ai pas de diplôme là-dedans. Mais donc, je me suis dit, c'est un nouveau challenge. En plus, du coup, ça peut être une vraie avancée sociétale. Bien sûr. Fonçons dedans, en fait. En gros, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui, justement, sur l'ampleur du cyberharcèlement dans les écoles ou pas, d'ailleurs ? Il y a des stats qui sont assez effrayantes qui viennent du rapport de l'UNICEF qui est sorti en 2025. On parle de 1 enfant sur 6 qui est victime de cyberviolence. Et sur ces 1 enfant sur 6, on parle de 1 enfant sur 4 qui a déjà pensé au suicide ou alors qui est dans une détresse psychologique. Déjà, si on prend ces statistiques, ça fait peur. Bien sûr. On parle aussi de 1 femme sur 2 qui a déjà été victime de cyberviolence. Donc ça aussi, c'est abusif. Tout à fait. Et quand on a ces chiffres-là, bizarrement, on se dit... Pourquoi il n'y a rien en fait qui est déjà disponible ? C'est ce que j'allais vous dire, on a l'impression que sur les plateformes, rien ou presque n'est fait. On nous parle de modération, mais derrière, ça, en fait. On a encore des faits divers et qui sont malheureusement présentés comme des faits divers, mais qui sont des drames tragiques, qui touchent notamment des jeunes tous les jours. Oui, mais en fait, si on prend juste la politique d'un réseau social, en fait, ils vont toujours dire que ce n'est pas de leur faute de la façon dont vous utilisez leur plateforme. Parce qu'on accepte des politiques de confidentialité, des politiques d'utilisation, et dedans, il y a marqué « vous ne devez pas, par exemple, dénigrer, insulter, etc. » Et si les gens le font, ils disent « mais c'est pas nous on a dit qu'il ne faut pas le faire. » Après, ils le font. Donc en fait, c'est là où on a besoin... De toute façon, c'est toujours pareil. Quand il y a énormément d'utilisateurs, on peut plus non plus avoir un contrôle total de ce que l'on fait, c'est normal. Mais... Du coup, il faut qu'il y ait des services tiers qui se spécialisent sur certains problèmes. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on se dit. On est un peu une surcouche qui permet, d'un côté, à l'utilisateur d'être serein parce qu'il se dit, si je suis victime d'une problématique aujourd'hui, j'ai mes données et je sais que je peux les utiliser. Il ne faut pas oublier, il faut le rappeler qu'une capture d'écran n'a aucune valeur juridique. Ça, c'est important à dire. Ça n'a aucune valeur juridique. Oui, parce qu'en fait, c'est modifiable. En fait, en gros, pour donner un début de probation juridique, il faut du coup le faire expertiser par un huissier. Mais c'est-à-dire que la capture d'écran, moi, si je prends une capture d'écran demain... Et que vous l'amenez à la police... qui me dit que je ne l'ai pas modifié, qui me dit qu'il y a bien de moi, etc. Donc, il y a beaucoup trop de paramètres, en fait, qui ne donnent pas assez de véracité aux propos. Alors que nous, ce qu'on se dit, c'est si, en fait, on donne une certification parce que nous, en tant que service tiers, c'est une IA qui va venir prendre le message,
dire à telle heure je l'ai pris, à telle heure je l'ai certifié, à telle heure je l'ai enregistré, et qu'il n'y a aucune interaction humaine et que c'est prouvable sur papier, Bien sûr. à ce moment-là, en fait, on a... Alors, je ne veux pas dire qu'on remplace un huissier, c'est faux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, nous, on donne une probation et on dit, voilà, le message a une vraie valeur. Et ça, c'est très, très important pour nous. C'est ce que vous faites, en tout cas, et vous le faites visiblement à merveille. En tout cas, nombreux sont les gens sur Internet qui soulignent ce que vous faites et qui vous remercient. Donc, bravo pour ça. On va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien, Jérémy. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jérémy Guillon de SafeBear. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On va continuer justement à parler avec vous, Jérémy, de ce cyberharcèlement. Vous nous parliez en fin de première partie du talk du cyberharcèlement massif dans les écoles notamment. Et pourtant, on observe encore peu de signalements officiels. Comment vous expliquez ce paradoxe? Quelque part, c'est une réponse que vous apportez à cette problématique auprès des jeunes. Mais pourquoi dans les faits, il y a si peu de signalements alors qu'il y a autant de cas de cyberharcèlement? Je pense qu'il y a encore en fait le principe de la honte, dans le sens où en fait on a instauré pendant très longtemps le fait que si on est faible, si on se plaint, si on n'est pas assez fort pour la vie, c'est pas bien. Il faut entre guillemets se remettre un peu d'aplomb et puis ça va aller. Et du coup en fait on a déjà observé le cas, mais on va prendre le cas d'un jeune garçon, il va aller se plaindre, ça se sait, possiblement ça va être pire après. Parce que en fait, on va le considérer comme le faible, comme celui qui se plaint, qui ne peut pas se défendre, etc. Et il y a toujours en fait cette peur, et il faut aussi que la peur elle change de côté. Il ne faut pas que ça soit le harcelé qui ait peur, mais plutôt le harceleur des conséquences. Déjà, il y a eu une avancée majeure. Heureusement, le fait que maintenant c'est plutôt le harceleur qui change d'école et pas le harcelé. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que je trouvais ça, je trouvais que c'était une hérésie qu'un enfant qui est victime, c'est lui entre guillemets qu'on va sortir du cadre scolaire, alors que possiblement il a ses copains, il a tout ça, etc. Alors que celui qui doit payer, c'est le harceleur, c'est pas le harcelé. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais enfin, j'ai envie de dire. Après toutes ces années. C'est ça. Il y a d'autres initiatives qui ont été lancées, on en a parlé récemment encore sur le plateau de l'École du Futur, par les plateformes, notamment Instagram, qui dit installer des comptes pour enfants, pour adolescents, en lien parfois ou non avec le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça aussi? Est-ce que là aussi, vous avez l'impression que les plateformes prennent leur part de responsabilité ou est-ce que c'est plus de la communication? Nos experts étaient assez divisés sur le sujet quand on en a parlé. Le problème, c'est que quand j'avais lu l'annonce du coup sur les comptes pour enfants pour Instagram, c'est un contrôle parental extrêmement énervé, dans le sens où, c'est-à-dire que le parent, il voit tout. Il voit les demandes de messages, il voit les amis, il doit tout accepter, etc. Et là, je me dis, mais quel enfant va accepter aujourd'hui que son parent ait accès à tout? On sait aussi que les jeunes, de plus en plus tôt, ils commencent à avoir leurs premiers échanges sur la sexualité, etc. etc. Ils n'ont pas non plus envie que le parent soit intrusif là-dedans, et je le comprends complètement. Il y a quand même une part de confiance à avoir entre les deux. C'est là aussi où nous, on s'est positionné complètement à l'antipode de ces mesures, dans le sens où, par exemple, sur SafeBear, vous pouvez avoir un parent qui, du coup, est rattaché à un compte enfant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le parent n'a ni accès au corps du message, donc il ne peut pas se savoir, mais par contre, il connaît la plateforme, le nom d'utilisateur, la temporalité et la labellisation qu'on a dit, par exemple, obscénité, menace, etc. D'accord. Mais l'objectif, c'est comme ça, l'enfant, il est quand même maître de ses échanges, de ses messages. Et il peut après, du coup, avoir une discussion avec son parent pour dire, non mais, il n'y a pas de problème, c'est un ami ou c'est ma copine, etc. Et comme ça, on n'a pas ce côté contrôle parental. Parce qu'on voit très bien, les jeunes ne veulent pas de contrôle parental. Et de toute façon, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très archaïque quand même. Je veux dire, aujourd'hui, de dire, alors, on vous autorise à être à 13 ans sur Instagram, mais par contre, il faut que votre parent il ait accès à tout jusqu'à vos 16 ans. La question de la relation de confiance, quelque part. Oui, et puis surtout, en fait, je comprends même pas quel est en fait l'intérêt d'un point de vue même communication de dire aux parents, vous avez accès à tout. C'est pas... Là, en fait, on brise toute la confiance. Parce qu'on dit, vous avez la main mise sur votre enfant, il est sur la plateforme, il n'y a que vous, entre vous pouvez tout contrôler. Vous n'avez pas envie que ce copain lui parle, vous ne le faites pas avec ça. Moi, je suis très divisé surtout sur le côté contrôle parental, pas sur la mesure en elle-même, qui, je pense, est bien de diviser l'interaction entre les comptes 13, 16, voire 17 et après. Ça, je suis complètement d'accord, parce qu'on peut éviter beaucoup de soucis, comme le grooming, la pédopornographie, etc. Ça me va très bien. Mais par contre, le côté contrôle excessif, je suis clairement contre. L'école est en première ligne aussi souvent face à ce sujet du cyberharcèlement, mais les enseignants, on leur demande énormément, ils sont parfois démunis, complètement débordés aussi. Est-ce qu'il y a une formation, une forme de soutien, des protocoles spécifiques qui devraient être systématisés auprès d'eux? Est-ce que vous, peut-être, vous intervenez aussi auprès de ce public-là? Alors, on intervient, on est déjà, on va dire, intervenu dans certains établissements. Alors souvent, en fait, on n'est pas, nous, confrontés aux professeurs. Je vais revenir juste après. Mais en fait, souvent, nous, la première rempart qu'on prend, c'est le proviseur. D'accord. Ou, on va dire, le lead CPE.
souvent, ce qu'on a vu, en tout cas ce qu'on a constaté, c'est que il y a quand même une sorte de crainte des chefs d'établissement qu'en fait on soit très intrusif et qu'on vienne un peu remplacer les protocoles qu'ils mettent en place, etc. Alors que c'est pas le cas. Pour être honnête, on est plus, nous, une aide, et ça leur permet aussi de globaliser un peu les problématiques et d'avancer plus facilement. Mais on sent qu'il y a quand même une réticence. Parce que souvent, les professeurs, nous, quand on les voit et qu'on discute avec eux, on se rend compte qu'eux, ils essayent même en interne de mettre, par exemple, d'expliquer un peu aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., en fonction d'où ils sont. Mais qu'eux-mêmes, en fait, sont bloqués des fois par la hiérarchie en disant « Attendez, on met nous en place des protocoles qui sont établis par l'éducation nationale. On ne peut pas non plus tout faire. » Donc, je pense que les professeurs, ils sont très alertes de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, même déjà, pour avoir discuté avec un professeur la semaine dernière sur un salon, il disait que même il a vu des cas de harcèlement en maternelle. De harcèlement, pas de cyberharcèlement. On a fait récemment une émission où une personne avait fait une étude, et d'ailleurs ça a fait la une des journaux français, le harcèlement commençait dès l'âge de 6 ans. Oui, c'est ça. Et on se demandait comment, à 6 ans, on peut devenir aussi violent et même harceler un camarade de classe. C'est ce que vous constatez aussi. Nous, on va dire, heureusement, ils n'ont pas un téléphone à 6 ans, mais quand même, on va dire qu'on s'en approche. On est plus à 8-9 ans, les premiers téléphones. Donc, c'est vrai qu'on n'en est plus très, très loin. Mais de toute façon, après, il y a aussi une réplication. On va dire, si, par exemple, les parents eux-mêmes peuvent avoir des comportements, peut-être des paroles déplacées, etc., ça peut peut-être aussi engendrer ça. Il y a quand même un cadre à poser par les parents auprès des enfants. Je pense que c'est quand même essentiel. Ouais. Pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais de toute façon, dans l'histoire, dès qu'il y a sociabilisation, il y a harcèlement. Parce qu'il y a toujours il y a toujours une dominance en fait qui se fait. Il y a des enfants dominants, des enfants dominés, etc. Mais normalement, il y a un équilibre qui se fait. Il n'y a pas du harcèlement, mais il y a quand même des positions qui se font. Mais il y a quand même une grosse part de partie des parents de dire à un moment le respect d'autrui, etc. Respecte les autres. En fait, tu n'aimes pas ce qu'il fait, c'est pas grave, ignore. Est-ce qu'en ce sens, les cours d'empathie qui ont été généralisés en septembre, initiés en septembre, généralisés en janvier, en janvier 2024, sont une initiative en tout cas que vous saluez? Est-ce que ça fait partie des solutions qui peuvent être proposées aujourd'hui? Je pense que de toute façon, c'est jamais mal de faire de la prévention et de la sensibilisation. Je pense qu'il ne faut jamais remettre ça en cause. Après, est-ce que c'est la solution miracle? Je ne pense pas non plus. Mais ça fait partie d'un tout. Oui, c'est ça en fait. De toute façon, il faut qu'on évolue dans le bon sens, mais il faut qu'on évolue d'un point de vue utilisation, on va dire, globale d'Internet, donc technologique, sociétale. Oui, c'est presque culturel en fait. Bien sûr, c'est ça. En fait, il faut qu'on soit dans la même, entre guillemets, même courbe de progression qui se passe sur Internet, même si c'est très très compliqué. Mais il faut que les habitudes changent, il faut que les gens soient vraiment à même aussi d'être capables d'accepter ce changement qui n'est pas non plus très simple. L'obligation de moyens et non de résultats qui est imposée aux plateformes de réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle est suffisante justement pour lutter contre le cyberharcèlement? Vous nous dites qu'en fait, c'est presque un manque de volonté politique, si je vous entends. Le souci, en fait, c'est que, vu que c'est géré par des Américains, on va dire ça comme ça, ils ont leur façon de faire. Donc la façon de faire des États-Unis ne sera jamais la façon de faire de l'Europe. Même chose pour la Chine. Si on prend le cas de TikTok, la Chine agit d'une certaine façon. Et voilà, nous après, on a des plateformes qui sont un peu adaptées au sol européen, mais qui restent, entre guillemets, sous égide de leur pays fondateur. C'est ça, de la Chine, des États-Unis, etc. Je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou c'est juste en fait leur façon de faire. Dans le sens où ça marche comme ça aux États-Unis, pourquoi ils vont aller faire un nombre incalculable de modifications pour l'Europe si ça marche aux États-Unis et qu'ils n'ont pas tant de problèmes que ça? C'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas une masse de problèmes et qu'on a quelques cas isolés, pour eux, par exemple, s'il y a 60 personnes, malheureusement, qui vont disparaître par an, c'est un cas isolé pour eux. Donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est que, et d'ailleurs vous en faites aussi votre cheval de bataille, c'est que le cyberharcèlement et le harcèlement en ligne n'est absolument pas un cas isolé. Non. Et ce, dans tous les pays. Alors déjà, c'est un problème mondial. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le cyberharcèlement et le harcèlement, ça n'a pas de barrière, c'est-à-dire pas de barrière d'âge, de sexe, de religion, peu importe. Tout le monde peut être touché à n'importe quel moment de sa vie. Et en plus, ça peut aussi bien vous toucher à l'école, en entreprise, dans la rue, sur les jeux vidéo. En fait, c'est un problème global. Mais parce que vu qu'on n'a jamais mis de barrière, à un moment, il faut quand même, entre guillemets, se dire la liberté, c'est bien, mais de temps en temps, il faut un peu recadrer les choses pour que tout aille mieux.
Et justement, ce cadre, vous le donnez, et puis vous donnez aussi des solutions aux victimes de cyberharcèlement pour qu'ils puissent porter plainte, entre autres, et apporter des preuves. Ça s'appelle SafeBear. Merci infiniment, Jérémy. Merci à vous. Été parmi nous aujourd'hui. Bravo pour cette initiative. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission. Merci à la régie aussi, beaucoup. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours, dès demain dans l'École du Futur. Et d'ici là, passez une très très belle journée. Ciao.